Bonjour et je vous remercie beaucoup pour me donner l'occasion de présenter mon parcours, ma trajectoire, ou du moins une partie, et de mes recherches également, et aussi de vous parler de ce peuple admirable que sont les Yaguas, qui n'est pas leur nom, ils se désignent par un autre terme, mais ils sont connus dans la littérature comme Yaguas, avec lesquels j'ai passé pas mal de temps. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, pour des données un peu biographiques, si vous voulez, pour savoir d'où je suis né à Brive-la-Gaillarde, donc, qui est une ville à l'époque qui devait avoir 20 000 habitants, 15-20 000 habitants. En Corrèze, j'habitais pas vraiment ensuite à Brive même, sinon dans un quartier de la banlieue ouest de Brive qui s'appelle les Bélibasses. Et mes parents, ma mère qui m'a beaucoup aidé dans tout mon parcours, en me donnant beaucoup de liberté, disons, de choix dans ma vie, était s'occuper de comptabilité hein, dans un garage. Et mon père était, tous les deux sont décédés aujourd'hui, était électricien au chemin de fer français, inscrit à la CGT comme il se doit, donc le Parti communiste. Et je suis marié avec Bonnie Chaumet, qui est ethnologue aussi, et qui a aussi fait plusieurs missions avec moi chez les Yaguas au Pérou, et qui, elle, a obtenu un poste d'ingénieur d'études au CNRS, et qui donc s'est occupé, je vous en parlerai plus tard, beaucoup de la gestion et de la documentation au sein de ce centre de recherche qui est l'EREA, l'équipe de recherche en ethnologie amérindienne, donc je parlerai un petit peu plus tard, et dont je suis membre depuis 1978. Ce qui ne nous rajeunit pas beaucoup. Et ce qui ne rajeunit pas encore moins, c'est que j'ai 73 ans, donc je suis né en 48, année de la fondation de l'État d'Israël, comme tout le monde sait. Et donc j'ai deux filles. On a eu deux filles. On a deux filles. Julie, qui a 44 ans, qui est biologiste à l'INSERM et qui travaille à l'hôpital Cochin. Elle a un petit centre de recherche. Elle est venue au Pérou à l'âge de 7 ans sur le terrain avec nous pendant 3 mois, ce qui a été assez dur pour elle parce qu'elle était beaucoup affectée par les moustiques, enfin l'ambiance, parce que c'est une région un peu basse et qui est infestée de moustiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous l'avons confiée à mes beaux-parents pendant presque un an. Elle avait 7 mois quand nous avions eu une mission au Pérou, et ça nous a beaucoup préoccupés sur le terrain, parce qu'évidemment, ce n'est pas quelque chose d'anodin de laisser sa petite fille pendant presque un an. Mais je crois qu'elle a été ravie pendant ces mois chez les grands-parents en Corrèze, donc à la campagne, qui se sont beaucoup occupés d'elle. Ma seconde fille, Anaïs, elle travaille dans la mode. Elle travaille chez Isabelle Marant, qui est une créatrice de mode. Elle s'occupe de la gestion des stocks, etc., qui est beaucoup plus artiste. Elle aime beaucoup dessiner, bricoler, en gros comme moi, ce que je vais vous dire. Donc je pense qu'elle a hérité un petit peu de ça. Également, elle fait de la peinture aussi un peu. Très, très bien d'ailleurs. Et ils ont, ma seconde fille, donc, a une petite fille qui s'appelle Mila, qui a des talents aussi pour la peinture. Donc je vous montrerai quelques-unes de ses peintures plus tard. Et puis qui, évidemment, nous enchante beaucoup parce qu'elle est très vive. Elle me dit toujours, de toute façon, elle me dit, papé, je vais t'expliquer. Elle veut m'expliquer tout. Apparemment, je ne comprends pas grand-chose de la vie dans ce bas monde. Donc, voilà un peu quel est le contour familial.
Nous sommes, ma femme et moi, maintenant, ce qu'on appelle à la retraite, mais ce qu'on appelle aussi une retraite active, puisqu'on n'a jamais plus autant de travail que depuis qu'on est à la retraite. Bref, toujours est-il que il y a une chose qui me semble importante dès le départ, qui s'est révélée d'ailleurs très tôt à l'école primaire, c'est que j'ai été taxé de boustrophédon, ambidextre boustrophédon, de gaucher, de vrai gaucher, avec une écriture en miroir, c'est-à-dire que j'écris, bien sûr, ce qui pour vous est à l'envers, mais ce qui pour moi est à l'endroit, et que le professeur, quand j'ai commencé à écrire spontanément, enfin machinalement, ne pouvait pas lire, et donc il ne pouvait savoir ce que j'écrivais qu'en mettant la feuille sur un miroir, et donc alors, évidemment, j'ai à l'époque un gaucher boustrophédon. Je ne suis pas vraiment boustrophédon parce que, en fait, j'écrivais de droite à gauche, mais je revenais de droite à gauche. C'est pas comme les sillons du bœuf, boustrophédon. Donc, c'est pas vraiment boustrophédon comme les Grecs ou les Orientaux, les Chinois, etc. Mais toujours est-il que j'avais cette particularité qui a beaucoup interrogé à l'époque, qui était plutôt classée dans le rang de la pathologie mentale ou quelque chose du genre. Donc j'avais aussi beaucoup de mal à repérer ma droite de ma gauche, c'est-à-dire que ma mère me mettait 2 billes dans ma poche droite et une bille dans la gauche pour que je reconnaisse ma droite et ma gauche. Quand je tourne à droite, j'avais un temps, bon maintenant ça a passé en voiture, je sais tourner à droite et à gauche. Mais pendant très longtemps, j'étais incapable de pouvoir distinguer, par ce côté boustrophédant, j'imagine, la droite de ma gauche. Donc ce système de billes était assez intéressant. Euh, je peux aussi, alors une fois qu'on m'a forcé, parce qu'évidemment on m'a forcé, on m'attachait la main gauche pour que je m'en serve pas, on tapait dessus, on m'a fait beaucoup à l'époque, hein, c'était de sévices physiques pour me forcer à écrire de la main droite, ce que j'ai réussi à faire, mais qui a provoqué chez moi pas mal de, de répercussions du style, j'ai commencé à bégayer, j'ai commencé à avoir beaucoup de mal à parler, etc. Ça a été, disons, assez compliqué. Alors, il y a eu, j'intéressais certainement pas mal de monde sur ce cas-là. Je crois savoir qu'il y a un psychiatre qui a fait un travail sur mon cas dont j'ai jamais pu avoir accès sur son travail. Je pense que maintenant, si j'allais dans les archives pour secret médical, si j'allais dans les archives, je pense que je pourrais peut-être voir ce qu'il a écrit. Chose a été écrite, disons, à mon endroit, sûrement des choses pas très gentilles, j'imagine. Mais donc j'avais déjà cette contrariété, déjà dès le départ, hein, d'être obligé de rectifier, disons, Hertz avait écrit sur la prédominance de la main droite, c'était les droitiers. Alors, au moment où est arrivé ce qu'on appelait l'orientation professionnelle, on m'a amené devant une personne qui m'a dit « Ouh, ce monsieur-là, c'est intéressant, il lui faut des études courtes », parce que c'était associé au fait qu'on avait des difficultés à penser. Et alors, on va le mettre dans d'une filière courte et sur les machines-outils. Parce que comme il est ambidextre, il pourra d'une main s'occuper d'un tour et de l'autre main d'une fraise. Donc comme ça, on aura voilà, ce qu'elle était à l'époque les spéculations de l'orientation professionnelle, évidemment. Ça a eu quand même un effet, puisque je me suis orienté vers une filière effectivement technologique, courte, qui s'est d'abord passée au lycée technique de Saintes, en Charente-Maritime, où on passait d'ailleurs pas mal de temps la nuit à s'échapper, aller à Royan, juste à côté, pour faire la fête, et on rentrait le matin pour resuivre les cours, enfin, etc., puisque j'étais en pension là-bas. Et puis ensuite, j'ai passé un CAP en dessin industriel, donc c'est une filière technique,
Je n'ai pas fait une filière, disons, de lettres classique, baccalauréat et tout ça. Et un brevet de technicien, hein, donc. Et ensuite, je suis rentré comme dessinateur industriel dans les bureaux d'études des engins Matra. Alors, les engins Matra, à l'époque, travaillaient en aérospatial sur des modules de fusées. Donc, je suis resté 21 mois dans les bureaux d'études des engins Matra comme dessinateur industriel. Je travaillais sur des modules, sur des fonctions en fait de fusées, et dont la fameuse fusée Diamant. Alors je vous précise tout de suite que la fusée Diamant, elle n'est pas tombée, donc apparemment je n'ai pas fait trop d'erreurs, mais je travaillais sur certains modules, certaines fonctions en fait de cette fusée. Et puis ensuite, en même temps, je suivais des cours à l'Institut de technologie de Ville-d'Avray, toujours en aérospatial, pour éventuellement obtenir un diplôme d'ingénieur en aérospatial, ce qu'évidemment je n'ai pas fait. Donc je me rappelle toujours de la tête ravie du chef de service quand je lui ai appris que je démissionnais des engins Matra pour partir en Inde et puis au Népal. Il était ravi que je parte, parce qu'il voyait bien que c'était pas ma voie, et je n'étais pas très assidu sur ce domaine. Et on peut dire que cette période-là, je la qualifie un peu de période grise, disons, dans mon parcours. Le reste après est devenu un peu plus lumineux. Mais parmi, bien évidemment, les souvenirs de jeunesse que je garde, c'est un peu dans cette région de la proche banlieue de Brive. On était toute une bande de copains, et on faisait ce qu'on appelait les Robinsonades, c'est-à-dire qu'on s'amusait, on se baladait un peu partout. On avait déjà construit un radeau, et on descendait la Corrèze, peut-être en prélude après à descendre l'Amazone, je n'en sais rien. Mais là, c'était la Corrèze. Et effectivement, on avait fait quelques descentes assez pittoresques de la Corrèze. Et surtout, ce qu'on avait fait, ça a paru, c'était le premier encart dans la presse, où on a été photographié sur la découverte de fruits, à l'époque, des sortes de calebasses, à l'époque qui étaient inconnues. Alors je ne sais pas, aujourd'hui c'est peut-être des formes d'avocats ou je ne sais pas quoi. Mais à l'époque, et ça avait fait la une justement de la presse, de la presse locale. Et voilà, bon, après on le prendra. Voilà ce que ça a donné. Et c'était en 1962. C'est la première fois donc j'apparaissais sur un journal. J'étais fier comme tout, bien évidemment. Et ça a été un des premiers, une des premières découvertes, disons, lors de ces Robinsonades là. Alors, après ça, une fois que j'ai quitté les engins Matra, suit une période un peu de bohème, de vagabondage, je dirais, et d'errance. Un peu une période beatnik, enfin rien de très original, contestataire, rien de très original, disons, à cette époque. C'était un peu la voie, si on peut dire, royale. Et là, je me suis adonné pendant pas mal de temps, tout en essayant de poursuivre quelques études par-ci par-là à la Sorbonne en auditeur libre, de peinture. Alors donc je me suis mis à la peinture parce que j'étais en fait ami avec un peintre qui est maintenant assez connu, qui est au Brésil, Roland Urbinetti, avec lequel j'ai beaucoup voyagé durant toute cette période, et qui lui était aux Beaux-Arts de Poitiers. Et là, nous avons commencé, on vivait dans une communauté où on a peint pratiquement tout l'immeuble, jour et nuit. Alors on fonctionnait bien sûr au pinard, au vin, quoi. On ne fonctionnait pas encore à d'autres substances. Et donc c'était une période très riche en fait, d'errance, de peinture, dont il me reste quelques toiles ici dans l'appartement qu'on verra un petit peu plus tard. Et c'est très intéressant parce que, en fait, ma petite fille qui se met à peindre aussi, peint un peu avec le même style
de peinture que j'avais et qui reflétait, enfin à l'époque, que je peignais à l'époque, et qui reflétait un peu l'état de ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire un fouillis absolument, un peu des structures et un fouillis absolument inimaginable. Je peignais d'ailleurs avec des pots de banane aussi, et je travaillais beaucoup avec quoi on appelle ça, euh, une sorte de peinture très spéciale que l'on fait couler comme ça sur la toile et qui donne des formes. Et ensuite, à la lame de rasoir, on pouvait créer ça, c'est les techniques que Roland Robinati m'avait appris, donc j'avais pas mal passé de temps sur ce domaine. Donc voilà, c'est cette un peu époque de peinture. Mais aussi vite que ça m'a marqué, aussi vite ça a disparu. Tout d'un coup, j'ai complètement arrêté de peindre et je me suis mis à faire autre chose. Et notamment, j'ai commencé à voyager. Alors, une autre forme, bien sûr, de peinture. Toujours avec cet ami, là, Roland Rubinati, que dans la presse locale, à Brive, on appelait l'homme aux semelles de vent, pour, pour rappeler Rimbaud. Et donc, j'ai commencé à faire un voyage en Turquie en 1967. Alors évidemment, c'était en autostop, ce qu'on appelait, puisqu'à l'époque, on pouvait voyager en autostop. Et on était allé jusqu'en Turquie. En fait, on ne savait pas jusqu'où on allait. On s'est arrêté en Turquie, mais on aurait pu continuer plus tard. Ben, à un moment, il fallait rentrer parce que j'étais encore, 67, j'avais encore des obligations vis-à-vis de mes présences chez Matra, tout ça. Donc j'utilisais, je faisais je demandais des autorisations, enfin, etc. Et puis il y a eu un voyage plus important alors pour moi, en 68. J'étais pas en mai 68 vraiment ici à Paris, durant les événements de mai 68, mais j'étais sur le départ pour l'Inde et le Népal. Alors, c'est à l'époque un peu que j'appellerais voilà, communautaire. On lisait Lanza del Vasto, le pèlerinage aux sources, enfin, tout ça, le chemin de Katmandou, enfin, etc. Donc, je me suis retrouvé en stop, toujours à passer par évidemment des territoires aujourd'hui, des voyages qu'on ne pourrait plus faire dans ces conditions, en autostop, depuis la Grèce bien évidemment, jusqu'à la Turquie, en passant après par l'Irak, la Syrie, l'Irak, Bassora, on remontait après sur l'Iran, Karmanbam. Là, c'était juste après un tremblement de terre, donc c'était effectivement assez spectaculaire. On remontait après sur le Pakistan, sur l'Afghanistan, on bifurquait après sur le Cachemire, et on arrivait dans la région de Delhi, donc en Inde, qui m'a beaucoup. Ça a duré 3 mois. Ce voyage, ça a été assez long. En cours de route, on rencontre un tas de gens, et très intéressant. Il y avait un type, un Britannique, qui avait un pyjama et dans la journée, parce qu'on dormait dehors, hein, et qui était plié, et tous les soirs, il dépliait son pyjama, et le matin, il repliait son pyjama, et il repartait avec des fringues complètement déglinguées, etc. Donc c'était toujours très drôle. Bien. Toujours est-il que ce voyage au Népal et en Inde a été quelque chose d'important pour moi, dont surtout le Népal probablement, puisque je faisais des incursions en terre Gourkha, en allant vers le Bhoutan, Sikkim, tout ça. Et je n'avais pas à l'époque mesuré vraiment le côté un peu exceptionnel qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut absolument plus faire. Et pour moi, c'était tellement naturel que je suis passé probablement à côté de beaucoup de choses. Bon, on passe toujours à côté de beaucoup de choses, c'est certain, mais là, il est vrai que si c'était un voyage que j'avais à refaire, j'aurais été beaucoup plus attentif à beaucoup de choses. Et voilà. Bon, pour moi, comme c'était naturel, le Népal, la Corée, c'était un peu la même chose. C'était normal. Il n'y avait rien d'extraordinaire là-dessus. Ensuite, j'ai fait donc ce voyage. J'ai dû quitter le Népal, il y avait une épidémie de choléra, donc j'ai réussi par une sorte de miracle de me faire rapatrier enfin, à cette époque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que mes parents, et surtout ma mère, m'a toujours appuyé dans ces choix. Et même quand j'ai quitté,
les bureaux d'études de Matra, qui pour la famille était la planque rêvée, on était tranquille jusqu'à la fin de la vie. Et quand j'ai dit que je partais, que j'allais en Inde, etc., tout le monde criait au scandale, il est fou, c'est un cinglé, c'est un boustrophédon complètement cinglé. Et ma mère a toujours vraiment dit, si c'est ça que tu dois faire, alors fais-le. Donc ça, c'était un très grand, comment dire, euh, soutien, hein, n'est-ce pas. Ensuite, j'ai fait alors beaucoup plusieurs voyages, et dont un qui m'a marqué quand même, c'était le Mexique et le Guatemala. Alors toujours en autostop. Et c'est là que la première fois, j'ai vu des gens pour moi, ressemblaient au fantasme que j'avais des Amazoniens. Quand je suis allé, quand je suis allé au Mexique et au Guatemala, dans la région de San Cristobal de las Casas, en allant au Cocingo, tout ça, il y avait ce qu'on appelait les lacandons, de Lac Pelra, Lac Aja, tout ça. Et j'avais lu un peu les trucs de Bloom, tout ça, San Cristobal, Soustelle, les Quatre Soleils, etc. Et en fait, sans le savoir vraiment, c'est une petite incursion hein, touristique, à la limite à l'époque, pas trop parce qu'il fallait à dos de mule, mais enfin c'était pas une très grosse expédition. Et il se trouvait que, en fait, c'était des descendants mayas qui avaient des têtes d'Amazoniens, en fait, ce qui ressemblait finalement à ce que j'avais dans la tête, euh, euh, ce que, disons, pouvaient être des Amazoniens. Suite, évidemment, après, ça c'est important parce que à cette époque-là, le service militaire était obligatoire et il fallait bien évidemment avoir des raisons multiples et variées. Pour ne pas le faire dans mon cas, c'était un peu compliqué puisque je n'avais pas, à part la boustrophonerie, qui n'était pas un critère suffisant pour ne pas faire son service militaire. Donc j'ai malheureusement, et j'ai essayé par des relations, etc., de partir à la coopération aux îles Marquises. J'aurais pu très bien être océaniste en fait, si ça avait marché, plutôt qu'américaniste. J'aurais pu travailler aux Philippines parce que j'avais un collègue Kalinga, enfin à l'école et aux études, Steve Maganon, qui m'avait invité chez lui pour travailler. Donc bon, c'est ça la vie, hein, les rencontres, les, disons, opportunités. Et ça n'a pas marché en fait, quelqu'un de plus pistonné, j'imagine, à El Poste. Donc je me suis retrouvé sans affectation. Alors ils m'ont mis à la coopération, ils m'ont mis au ministère de la coopération. Je m'occupais en fait de l'Afrique francophone. C'est-à-dire, je devais connaître toutes les capitales, bien sûr, de toute l'Afrique francophone. Et en fait, je passais mon temps à distribuer le courrier entre les différents services. Et pendant un certain temps, cela a un peu occupé. Donc, c'était quand même une planque, disons-le, par rapport à d'autres. Et il y a seulement 2 mois, ils m'ont placé comme chauffeur d'un général, parce qu'il devait manquer, j'imagine, de personnel. Donc c'est une vieille Simca, il y avait le général derrière, et elle calait tout le temps, donc j'avais dans les embouteillages, c'était absolument impossible. Ce que j'aimais pas, bon, c'était un peu compliqué, parce que en fait, il fallait rester dans la voiture jusqu'à ce que le général sorte de sa réunion, et ça pouvait être 3 heures après, etc. Donc comme je lisais, j'avais amené des romans et je lisais à l'époque ces romans dans la voiture et voilà. Donc ça c'est la partie un peu service militaire qui est aussi un peu la zone grise quand même, disons-le. Euh, alors après évidemment, comment je peux dire, je peux appeler ça un changement de cap ou un deuxième épisode de l'aérospatiale, disons à l'ethnologie. 5 minutes, oui. De l'aérospatiale à l'ethnologie, ce que j'appelais le retour sur Terre, c'est-à-dire des voyages aérospatiaux vers des voyages terrestres. Et donc, le premier terrain au Pérou, après le Mexique, les Indes, la Turquie, l'Inde, pardon, excusez-moi, l'Inde, le Népal, ça a été mon premier voyage donc au Pérou qui s'est fait aussi en stop. Depuis New York jusqu'à Lima, j'ai mis 3 mois en passant par le Mexique, etc. À l'époque, on ne pouvait pas passer le canal de Panama, donc on devait faire un saut jusqu'à Medellín ou je ne sais plus où. Mais bon, tout ça s'est fait dans des camions, dans des trucs comme ça, parce qu'on avait très très peu de moyens, et donc j'avais pas tellement de bourses.
rien du tout. Donc il fallait se débrouiller, travailler pour avoir un peu d'argent. Et puis pour effectivement, ce qu'on a toujours fait d'ailleurs. Après, les bourses sont venues après. Hein, mais jusqu'à cette époque-là, on finançait tout, quoi. On n'avait rien donc, et ce premier séjour, alors ça sera peut-être dans la deuxième partie, a été un séjour presque d'un an qui a été très éprouvant et qui, pour la première fois, m'a mis aux prises un peu avec le chamanisme. Donc je pense que on va peut-être couper là et on reprend un petit peu ensuite.